Aujourd'hui, donc, on va parler des ammonites. Il y a un spécialiste ici qui va tout vous dire sur tous les hameaux honnêtes, les hameaux honnis auxquels on fait face, n'est-ce pas? Et les ammonites, ce sont des mollusques, c'est des animaux marins, c'est des mollusques céphalopodes. Hein, on va vous dire céphalos, podos, ses pieds, qui ont peuplé les mers depuis l'Ordovicien, c'est-à-dire depuis l'ère primaire, et qui voulaient faire exactement comme les dinosaures, c'est-à-dire qu'ils se sont éteints en même temps que les dinosaures au Crétacé, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ce sont des coquilles, comme on en voit souvent, mais qui ont attiré l'attention des peuples anciens, puisqu'ils leur vouaient un culte. On croyait que c'était des serpents, on croyait que c'était des cornes, etc. Jusqu'à ce que les paléontologues s'en emparent. Et aujourd'hui, les ammonites, c'est un sujet privilégié des paléontologues. Pourquoi? Parce que ça raconte très bien l'évolution. Ces ammonites sont parfois arrondis en coquilles, et puis il leur prend de dérouler leur maison et ils se déroulent. Ils peuvent avoir également une taille très petite, mais ils peuvent avoir jusqu'à 2 mètres de diamètre. Et puis aussi, s'ils ont envie de décorer leur maison, et ben c'est pareil, ils inventent des côtes, hein, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on va les reconnaître d'un étage stratigraphique à un autre. Et voilà pourquoi aussi c'est un sujet favori des paléontologues. Voilà. Donc, Madame Kourmiba Wassila va nous présenter des contemporains des dinosaures, les ammonites. Elle est professeure, donc, mais quand je dis professeur, ça veut dire, allez, enseignant-chercheur à l'USTHB, donc en sciences de la Terre, mais elle appartient évidemment à ce collectif qui s'occupe de l'inventaire et ce collectif qui défend le devenir de l'ex-faculté des sciences et de ses collections et de tout son patrimoine. À toi la parole et merci. Donc, tout comme l'a souligné Madame Serdi, les ammonites ont eu d'abord un intérêt autre que scientifique. Elles ont fait l'objet de mythes et de légendes. Leur nom même vient d'Amon, qui est une divinité égyptienne qui avait une tête de bélier, avec des cornes, qui ressemble aux ammonites. Alors, la terminaison aussi de nombreux genres est le suffixe séras, qui est un mot grec et qui signifie corne. Donc, comme exemple, on a le genre d'Antélicéras, Mortonicéras et bien d'autres. Alors, qu'appelle-t-on ammonites? Alors, les ammonites sont de drôles de mollusques, avec des pieds sur la tête, une maison sur le dos et un bobilan plutôt qui est bloqué sur la marche arrière. Ils ont une boîte de vitesse donc qui est bloquée sur la marche arrière. Ils reculent, ils n'avancent pas. Donc plus sérieusement, ce sont donc des mollusques céphalopodes, c'est-à-dire qu'ils ont des tentacules qui entourent leur tête. Ils ont un squelette externe. Ils sont exclusivement fossiles, ce qui rend leur étude beaucoup plus difficile. Ils présentent une coquille qui est enroulée, généralement lanispirale. Les premières formes, par contre, avaient une coquille qui était conique mais droite, donc orthoconique, comme c'est le cas des orthocères. Au cours du temps, cette coquille va devenir arquée, c'est-à-dire syrtoconique, puis s'enrouler légèrement gyroconique, jusqu'à donner donc, les coquilles planispirales, c'est-à-dire des coquilles qui sont enroulées selon un plan. Alors, l'enroulement de la coquille peut être serré ou lâche. Quand il est serré, on parle d'enroulement involute. Alors, pourquoi il est serré? On a les tours, les derniers tours qui recouvrent ceux qui les précèdent. Par contre, il peut être également lâche ou évolute. À ce moment-là, les tours, les derniers tours, reposent légèrement sur ceux qui les précèdent. Les coquilles sont soit lisses, soit ornementées. Quand elles sont ornementées, elles peuvent présenter des épines, elles peuvent présenter des côtes, des tubercules. Les côtes peuvent être droites, elles peuvent être convexes vers l'avant ou concaves vers l'avant.
Les tubercules peuvent être perpendiculaires au sens d'enroulement, dans le sens de l'enroulement. Maintenant, si on veut voir comment sont organisés ces ammonites, il faut aller voir ce qui se passe chez leur cousin éloigné, qui est le nautile, qui est le seul représentant actuel des céphalopodes à coquille externe. Alors, comment se présente ce nautile? Eh bien, on peut voir qu'il a deux grandes parties dans sa coquille. Une partie où loge le nautile et une partie qui présente des cloisons. Dans ce corps, on a un élément qui est important, qui porte le nom d'entonnoir, et également ce qu'on appelle un siphon. Le siphon qui est le prolongement du manteau. Le manteau, c'est une peau épaisse qui recouvre tout ce qui est masse viscérale, et donc qui se prolonge jusqu'à ce qu'on appelle le proloculus. Donc si on enlève l'animal, voilà ce que ça donne. Donc la coquille présente deux parties principales. Une partie qui n'est pas subdivisée, qui sert d'habitat à l'animal et qui porte le nom de loge d'habitation ou de chambre d'habitation. Une partie divisée en loge par des cloisons et qui porte le nom de phragmocone. La première loge de ce phragmocone porte le nom de proloculus. Les cloisons que l'on a vues, les cloisons que l'on voit ici laissent une trace à la surface de la coquille qui porte le nom de ligne de suture. La ligne de suture, c'est quoi? C'est la trace laissée par les cloisons à la surface, au contact de la paroi externe de la coquille. Cette ligne de suture a évolué au cours du temps. Chez les formes primitives, elle était droite à légèrement ondulée. Au cours du temps, on va avoir des lignes de suture qui sont de plus en plus complexes. La première ligne de suture que l'on a là, qui concerne donc les amonoïdés, porte le nom de ligne de suture goniatitique. Donc c'est un tracé qui est sinueux, avec ce qu'on appelle des selles et des lobes. Alors selles, ça fait par rapport aux selles de chevaux, les lobes, c'est comme les lobes des oreilles. Alors là, on a donc une selle qui est simple. On a des lobes et des selles qui sont lisses. Par la suite, ça se complique un peu. On va passer à une autre ligne de suture qui est la ligne de suture cératitique, donc operbien trias. Là, on a les selles qui sont simples et les lobes qui présentent des venticules. On monte encore dans le temps et ça va encore se compliquer beaucoup plus. On va passer donc, au Jurassique et au Crétacé à la ligne de suture dite ammonitique. Et c'est ça ce qu'on appelle les vrais ammonites. Parce qu'il y a deux... Les gens parlent d'ammonites au sens large et les ammonites au sens strict. Les ammonites au sens large comprennent les goniatites, les cératites et les ammonites. Mais quand on parle d'ammonites au sens strict, il faut penser aux ammonites qui ont une ligne de suture donc complexe ammonitique. Et voilà une ligne de suture ammonitique. On a donc des éléments qui sont fileteux, qui rappellent un peu les feuilles de persil. Donc une ligne de suture qui est persillée. Alors les ammonites ont une particularité, c'est qu'elles présentent un dimorphisme. Et ce dimorphisme est sexuel. Alors comment se présente ce dimorphisme sexuel? Il y a une différence de taille entre les coquilles mâles et les coquilles femelles. Si on prend des coquilles femelles adultes et des coquilles mâles adultes, on se rend compte que les coquilles femelles sont de plus grande taille que celles des mâles. Et ça a conduit à donner donc, des noms d'espèces différents à, si vous voulez, deux représentants d'une même espèce, ce qui complique les déterminations et les études. Maintenant, on passe au mode de vie des ammonites. Alors, les ammonites sont des organismes qui sont nectoniques, donc qui se déplacent par propre moyen. Comment se déplacent-elles? Elles se déplacent par propulsion.
Donc tout à l'heure, je parlais de l'entonnoir. Donc elles ont un entonnoir. Par cet entonnoir va rentrer de l'eau dans la cavité palléale. Par contraction de muscles, elles vont projeter l'eau à partir de l'entonnoir dans ce sens. Donc l'eau sort dans ce sens. Le déplacement va se faire en sens inverse, c'est-à-dire en marche arrière. Alors, il y a un autre type de déplacement, c'est le déplacement vertical. Donc là, pour se déplacer horizontalement, elles propulsent de l'eau à partir de l'entonnoir et elles vont donc vers l'arrière en sens contraire du déplacement. Pour monter ou pour descendre, elles vont utiliser leur siphon. Alors j'ai oublié de le dire tout à l'heure, les loges qui sont ici sont remplies de gaz et d'eau. Donc le siphon va faire entrer un peu d'eau, ce qui fait qu'elle va soit alourdir sa coquille, soit l'alléger, ce qui va provoquer donc les mouvements verticaux, soit la coquille va monter, soit elle descend quand l'animal donc là rempli d'eau et de gaz. Alors elles habitent, donc on les trouve ou dans le milieu marin, on les trouve aussi bien dans le domaine maritime, c'est-à-dire à des profondeurs de 30 mètres jusqu'à des profondeurs de 240 mètres. Et bien sûr, elles vont se déplacer aussi verticalement quand elles sont dans le domaine océanique. Et on constate que les formes qui se trouvent au niveau du domaine maritime possèdent des coquilles qui sont en général en plates, avec une ornementation importante, alors que celles qui occupent plutôt le domaine océanique sont des formes qui sont soit lenticulaires, soit elles sont globuleuses. Il y a autre chose, la ligne de suture, des formes qui sont dans des zones qui ne sont pas très profondes, est une ligne de suture qui est simple. Par contre, celles qui sont dans les zones profondes ont des lignes de suture qui sont très complexes. C'est ce qui compense la pression qui se trouve à ce niveau. Maintenant, on va voir l'intérêt de ces ammonites. À quoi servent-elles, à part de me rendre un peu dingue chaque année? Eh bien, elles vont servir soit à dater, soit à reconstituer la paléobiogéographie, soit également à déterminer des profondeurs des bathymétries. Alors, quand est-ce que sont apparues ces ammonites? Elles sont apparues donc au Dévonien. Donc, c'est la première apparition avec une première radiation et une première aussi disparition à la fin du Dévonien supérieur. Donc elles connaissent une première crise à la fin du Dévonien supérieur avec la disparition des clininies qui sont apparues au Dévonien supérieur et ont disparu au Dévonien supérieur. Elles ont une très courte durée de vie. Par la suite, vont se développer, vont se multiplier ce qu'on appelle les goniatites, qui vont elles-mêmes disparaître au Permien pour laisser place aux cératites, qui elles-mêmes vont disparaître donc au une courte durée de vie, et qui vont laisser place aux ammonites. Au cours du temps, il y a donc multiplication des représentants, mais également la ligne de suture qui va devenir de plus en plus complexe. À la fin du Crétacé, les ammonites vont disparaître en même temps que les dinosaures, les rudistes et certains foraminifères. Mais avant de disparaître, elles avaient commencé à diminuer en nombre. Donc on constate un déclin à la fin du Crétacé du nombre d'espèces. Les auteurs expliquent ce déclin par un changement climatique ou bien par la présence de prédateurs ou d'épidémies. On constate autre chose à la fin du Crétacé, c'est le déroulement des coquilles. Alors, au départ, on avait des coquilles qui n'étaient pas enroulées. Elles se sont enroulées au fur et à mesure que le temps a passé. Et à la fin du Crétacé, il va y avoir le contraire qui se produit, c'est-à-dire que les coquilles vont se dérouler. Alors, on va avoir donc des formes comme ceci, donc, qui sont dites
hétéromorphes, c'est-à-dire qu'au départ, elles sont enroulées, puis déroulées, ou bien des choses qui ressemblent à ça. Là aussi, on a un enroulement et le dernier tour est déroulé. Ou bien elles vont ressembler un peu au gastéropode, donc un enroulement hélicoïdal. Et le dernier représentant, il y a donc cette forme, un escargot, puis un dernier tour qui est droit, puis enroulé. Alors certains auteurs expliquent ces changements dans la morphologie par le changement des niveaux, du niveau marin, c'est-à-dire par le statisme, donc une baisse ou une augmentation du niveau marin. Mais on ne connaît pas exactement la cause de ce déroulement des causes. Alors, le premier intérêt, c'est un intérêt biostratigraphique. En effet, elles sont très recherchées par les géologues. Pourquoi? Parce qu'elles sont considérées comme de très bons dateurs, comme des fossiles stratigraphiques. Qu'est-ce qu'un fossile stratigraphique? Qu'est-ce qu'un fossile dateur? C'est un fossile qui a une très courte durée de vie, c'est-à-dire qui a évolué très vite dans le temps et qui a une vaste répartition géographique, c'est-à-dire qu'on le trouve un peu partout sur la planète. Alors, les ammonites remplissent ces deux conditions, c'est-à-dire qu'elles évoluent très vite. Vu qu'elles nagent, elles vont occuper de vastes étendues géographiques. Elles permettent également de faire ce qu'on appelle des corrélations stratigraphiques, c'est-à-dire elles permettent de lier des couches entre elles. Par exemple, on a une couche A qui renferme donc l'ammonite A. On en a une deuxième à côté. On peut donc relier ces deux couches et ainsi de suite et retracer l'histoire d'un bassin. Donc elles permettent de dater, de faire des corrélations stratigraphiques, mais elles permettent également d'établir des échelles biostratigraphiques, c'est-à-dire les temps géologiques ont pu être subdivisés grâce à elles et chaque échelle présente des unités biostratigraphiques ou ce qu'on appelle des biozones, et chaque biozone est caractérisée par un ensemble de strates qui renferme un ou plusieurs taxons fossiles. Par exemple, pour le Coniacien, qui est un étage du Crétacé supérieur, qui a duré de moins 89 millions d'années à moins 96 millions d'années, qu'on peut subdiviser en inférieur, moyen, supérieur. Au niveau mondial, on reconnaît deux zones d'ammonite pour le Coniacien inférieur, qui sont Foresteria petrocornesis et Peromiceras tridorsatum. Ensuite, pour le Coniacien moyen, on a la forme Gauthiericeras marquée. Ensuite, pour le Coniacien supérieur, on a l'espèce Paratrixanite marginatus. En Algérie, et plus exactement dans les Aurès, nous avons retrouvé pour ce Coniacien inférieur une autre ammonite, donc, qui ne correspond pas à Peromiceras tridorsatum et Foresteria petrocornesis, mais qui date également le Coniacien inférieur et qui porte le nom d'Hétérotissotia neoceratines, et il est cette forme ici. Pour le Coniacien moyen, nous avons retrouvé Gauthiericeras marquée, qui est suivi par une autre zone qui renferme Tissotia subtissotia africana. Ensuite, on trouve Metatissotia fournieri, Tissotia tissoti, Metatissotia ewandi et enfin Metatissotia ficheri. Pour le Coniacien supérieur, on ne retrouve pas d'ammonite, donc il n'est pas daté grâce aux ammonites. Ça, c'était donc le deuxième intérêt. Le troisième intérêt de l'étude des ammonites, c'est les reconstitutions paléo-biogéographiques, c'est-à-dire que qui sont des formes endémiques à ce qu'on appelle la Tétis. On a d'autres formes qui sont cosmopolites, c'est-à-dire qu'on va les retrouver un peu partout sur la Terre. Et on peut mettre également
dans ce cas-là, la mise en évidence, on peut mettre en évidence la présence d'un bras de mer. Alors ce bras de mer, il se met en place au cénomanien supérieur. Donc on voit ici une petite ouverture qui commence à se faire, c'est-à-dire que l'on a des formes qui sont communes à l'Afrique du Nord, mais également à l'Afrique, disons, centrale. Et grâce à ces espèces, on a pu montrer qu'au cours du Turonien inférieur, on avait un bras de mer qui reliait la Thétis à l'Atlantique Sud. Donc ça, c'est le deuxième intérêt de l'étude des ammonites. Le troisième intérêt, c'est l'intérêt qui est bathymétrique, parce que grâce à la ligne de suture, grâce à la morphologie de cette ligne de suture, on va pouvoir savoir si si l'ammonite occupait une grande profondeur ou si elle occupait des profondeurs qui n'étaient pas très importantes. Alors, quand on a des coquilles qui sont comprimées à suture simple, comme par exemple cette ammonite qui est le genre Neolobites equarinus, donc on remarque que c'est une coquille qui présente des flancs qui sont plats et la ligne de suture est très simplifiée. Donc on sait, rien qu'en regardant la ligne de suture et la morphologie de la coquille, que c'est une ammonite qui occupait une zone peu profonde, donc des océans et des mers. Si maintenant on a affaire à des coquilles qui sont lenticulaires à suture complexe, comme c'est le cas de l'espèce Gualococeras recurrens, on sait que cette ammonite occupait une profondeur qui était moyenne. Maintenant, quand on a des formes qui sont globuleuses avec des lignes de suture très complexes, comme c'est le cas de cette espèce qui porte le nom de Neoptychites cephalotus, alors quand on a des formes comme ceci, globuleuses à ligne de suture très complexe, on sait qu'on avait donc une ammonite. Cette ammonite habitait un milieu très profond. Alors maintenant, pour ce qui est de notre pays, alors, les ammonites sont-elles présentes en Algérie? Oui. Elles sont présentes et on les trouve aussi bien au nord qu'au sud de l'Algérie. On a de nombreux gisements, notamment ceux des Aurès sur lesquels je travaille, l'Atlas arien occidental sur lequel j'ai travaillé pour mon magistère. On en trouve aussi dans la région de Boussaïda, mais dans bien d'autres régions. Maintenant, pour ce qui est des collections du musée d'Alger, on peut dire que le musée d'Alger est une mine à ammonites parce qu'il renferme énormément, plusieurs milliers d'ammonites qui sont représentatives aussi bien du nord que du sud de l'Algérie et que l'on retrouve dans les collections du Paléozoïque, mais également dans les collections du Mésozoïque. Parmi ces collections, on a celle d'Amberger pour l'Atlas arien, d'Aloni pour l'Oranie, Flamand pour le sud-oranais, Lafitte pour les Aurès, Le Grand pour Néadès. On retrouve les 4 premiers dans les collections du Mésozoïque, mais bien d'autres comme Roman pour la région du Jura, Busson pour la région du Bourreau, etc. Alors, j'ai travaillé donc au musée sur 7 colonnes du Crétacé supérieur, et plus exactement sur 7 colonnes du Cénomanien. J'ai pu répertorier 1100 ammonites, et le travail n'est pas fini. Et parmi ces 1100 ammonites, j'ai pu répertorier 100 genres et espèces. Donc, ça, c'est une partie du travail qui renferme 1100 ammonites. Donc, on va penser de ce qui reste. Donc, c'est vraiment des collections qui renferment énormément d'ammonites, plusieurs milliers d'ammonites. En conclusion, ces ammonites qui sont apparues au Dévonien et qui qui ont disparu à la fin du Crétacé en même temps que les dinosaures, les métis et certains foraminifères. Alors, la fin du Crétacé, pourquoi elles ont disparu? En fait, du fait qu'elles déclinaient déjà au Crétacé supérieur, elles allaient disparaître. En fait, la crise du Crétacé supérieur que l'on rapporta
chute, une chute de météorites, mais également à un volcanisme intense, ou bien les deux à la fois, ont accéléré leur disparition. Alors c'est un groupe qui est important puisqu'il permet de dater les couches, d'établir des échelles stratigraphiques, de faire des corrélations. Il permet également de retracer donc les lignes des côtes, de dire si on a eu des transgressions, c'est-à-dire des avancées de la mer ou le recul de la mer. Et elles permettent également d'avoir des informations sur les profondeurs qu'elles occupent. Je vous remercie pour votre attention. Merci Wassila pour cette charmante conférence. Plein d'informations, on a appris plein de choses. Merci. Et puis cette aisance pédagogique, c'est formidable.